En fait, oui ou non, il faut arrêter, c'est fini. On n'a encore jamais vu un médecin qui ait greffé l'anus à la place de la bouche. Ça, c'est pas agroécologique, c'est juste politique. On n'en veut pas pour l'homme. On va faire de très très grosses bêtises, de très haute précision. Mais les balles perdues. Il y a urgence. Très bien, on a la chance de faire un sur le grill avec des experts du sol. Donc Sarah Singla, agricultrice en Aveyron et formatrice en agronomie. Samuel Boucher, agriculteur dans le Loiret et conseiller agricole indépendant sur toute la France, avec Phytosol. Et Marc-André Seloz du Muséum national des sols naturels à Paris, spécialiste des microbes et aussi de la vie des sols. On va leur poser des questions, il va falloir qu'ils se positionnent comme d'habitude. Attention, c'est parti. Les couverts végétaux sont-ils considérés comme une véritable culture par les agriculteurs? D'après toi, Sarah? Ça dépend, j'allais dire, mais normalement, il faut le considérer comme une culture à part entière. Et si on le considère comme une culture, alors on le réussit. Dans beaucoup de régions, pour moi, les couverts sont pas considérés comme une culture majeure. Donc plutôt non, quoi. Plutôt non. Parce que justement, il y a eu des rêves qui ont été proposés à des agriculteurs, ils se sont lancés. Ils n'ont pas eu des années climatiques favorables, dans les régions nord notamment. Ils estiment ne peut-être pas en avoir besoin, donc pour eux, c'est toujours une charge supplémentaire avec un succès qui n'est pas au rendez-vous parce qu'on leur a vendu autre chose que ce pourquoi le couvert végétal est fait en fait. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais je sais ce qu'il doit en être. Pour moi, il est clair que entretenir son tracteur, entretenir son sol, ça fait partie de l'activité agricole. Or, les cultures intermédiaires, eh bien, elles entretiennent le sol. Ok, donc Joker. Ah oui, dans l'absolu, et puis dans la réalité. Le labour doit-il être interdit d'ici 2040? Oui, Ah, c'est violent ça. mais il n'y a pas de raison de labourer, la nature ne laboure pas. Donc le travail est fait par les vers de terre, on n'a aucune justification de travail du sol. Oui, à condition que, on est enseigné en formation continue comment faire sans, parce que juste taquer dans les doigts en disant « faut pas », ça ne marche pas. Hein. Et 2, modulo peut-être, mais alors c'est assez exceptionnel, certains sols, certains terroirs, certaines cultures. Mais à titre exceptionnel, c'est pas oui ou non dans l'absolu, c'est on regarde et la plupart du temps on s'aperçoit que ça ne sert à rien, je suis bien d'accord. Non, je pense pas que l'interdiction c'est un bon moyen parce que ça n'a jamais apporté quoi que ce soit de progrès. Par contre, il est indispensable d'aller vers le non-labour. Il est temps aujourd'hui, on sait faire. Plus de la moitié du monde ne laboure pas, mais pas par l'interdiction. J'aimerais que ce soit pas par l'interdiction. Et de toute façon, c'est ce qui se passera pas parce qu'il y a trop de pression pour que ça reste comme ça. Sinon, on n'aurait pas perdu les 30 années qui viennent de passer à essayer encore de comprendre s'il y a un intérêt à arrêter le labour. C'est vraiment un des éléments qui pose problème et c'est pas le seul. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on regarde ça de manière globale. Ah, il a raison, hein. Aujourd'hui, si ça marche, c'est parce que les gens s'y convertissent positivement, volontairement, pas par occase. C'est ça. Mais qu'on soit encore en train de comparer si cette technique-là peut être faite, est-ce qu'il y a un risque et tout, c'est ridicule. C'est quelque chose qui, évidemment, il n'y a pas de risque à pas labourer, mais évidemment, quand les sols sont déjà en mauvais état, le challenge d'arrêter de labourer est plus compliqué que si on le fait sur des sols déjà vivants. Donc de toute façon, il y a urgence. Toi, tu constates aussi que des fois, les sols sont pas prêts pour pas labourer. Hein. Ils sont pas encore prêts, donc ça mettra plus de temps, mais après il faut être logique. On dit souvent que le sol c'est comme un tube digestif. Un tube digestif commence par une bouche et finit par un anus. On voit que la médecine a fait beaucoup de progrès depuis 2000 ans. On n'a encore jamais vu un médecin qui ait greffé l'anus à la place de la bouche. Donc il faut éviter absolument de retourner à 180 degrés. Sympa pour l'image. Ça te souvient. La fertilisation organique doit-elle remplacer totalement la fertilisation minérale? Alors totalement non, parce que certaines cultures où on va devoir compenser les manques de minéralisation, par exemple fin février, début mars, il faudra encore mettre du minéral, mais la base c'est l'organique pour la fertilisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sous couvert d'organique, donc la source, on fait passer beaucoup de vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'en réalité, on a plus souvent des engrais organiques que des amendements organiques. Donc moi, je suis favorable aux amendements organiques. L'engrais organique, c'est naturel, donc pourquoi pas le remettre en cause? Mais il y a peut-être un excès d'engrais chimiques, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que simplement avec une aide azotée chimique, pour tout le reste, phosphore, potasse, il est temps aussi, comme le labour, peut-être pas de l'interdire, mais en tout cas de réfléchir sérieusement à faire autrement. Parce que ça, s'il y a bien un non-sens que j'ai observé sur le terrain, c'est bien ces excès-là qui contribuent encore plus à abîmer nos sols, presque autant pour moi que le labour. Mais ça, c'est ce qu'on observe. Et endommager l'homme, parce que les engrais phosphatés sont contaminés par du cadmium, et le cadmium, ça finit dans les aliments, dans notre santé, dans notre organisme, ça fait des cancers du pancréas, des accidents cardiovasculaires, de l'ostéoporose, des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques. On n'en veut pas pour l'homme, déjà, les engrais minéraux. Alors cela dit, on ne peut pas les remplacer complètement par des engrais organiques, il faut qu'un maximum de matière organique retourne au champ, y compris pipi, caca, déchets de cuisine, bien triés, parce que 3% de plastique dans les composts, c'est intolérable.
hein, c'est comme quelques traces de métaux lourds dans des bouts de station d'épuration, ça finit par s'accumuler dans le sol. Donc de la matière organique bien propre à fond et de la matière organique, pas que de l'azote et du phosphate d'origine organique, on est d'accord. Et puis un complément pour équilibrer NPK, mais pour faire la quantité finale avec des engrais minéraux en complément. Mais la colonne vertébrale, c'est la fertilisation organique. Les politiques de subventionnement d'achat de matériel agroécologique sont-elles pertinentes? Si c'est du matériel agroécologique et qui est de la semence, oui. Mais après, si c'est du matériel qui doit abîmer les sols, non. On constate au quotidien que c'est une erreur. Pour moi, tout subventionnement, et notamment pour le matériel, n'a conduit qu'à des dérives. On a aujourd'hui énormément d'agriculteurs qui ont des matériels subventionnés qui sont sous l'hangar, qui ne servent à rien. Il y a une fausseté des marchés. Les marchés du matériel agricole sont artificiellement augmentés par les subventions. On l'a vérifié maintes et maintes fois. On fait du conseil en machinisme, on voit des devis passés qui sont augmentés de la subvention départementale ou de l'aide du plan végétal, etc. Et puis ça déresponsabilise les agriculteurs sur une réalité. Il faut de l'économique pour investir dans l'avenir, dans des nouveaux matériels, mais à un moment donné, ça doit se faire comme toute entreprise. Alors qu'il y ait des aides peut-être ciblées sur des vrais objectifs concrets politiques, c'est-à-dire pour aller vers tel, tiens, on veut remplacer la charrue, quels seraient les outils qui seraient propices, pourquoi pas aider à cette transition. Mais là, c'est du subventionnement anarchique qui est souvent départemental, avec des décisions de comité qui décident, ça on l'aide et ça on l'aide pas. Ça, c'est pas agroécologique, c'est juste politique. Mais on ne peut pas non plus laisser les agriculteurs qui sont dans une gaine financière en moyenne terrible se démerder tout seuls pour faire bien. Je pense qu'à un moment, et après l'organisation de ça, il faut la faire bien, on a besoin que la société entière se dise, bon, l'agriculture, c'est pas que de la bouffe, c'est aussi de la qualité de l'air, c'est de la qualité de l'eau, c'est de la durabilité des sols, c'est de la biodiversité, ça a un prix. Plus de services, plus de prix. Donc à un moment, subvention ou pas, il faut aider à cette transition, une profession qui effectivement n'a pas les moyens de l'organiser d'elle-même, aujourd'hui, les moyens financiers, je veux dire, il faut aider ça, et ça c'est un truc que tous les citoyens doivent prendre en main, parce que l'agriculture est chose collective, et ça ne se paye pas que par le prix de la botte de carottes. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, après, le comment, c'est une chose, mais il y a une transition à faire, et la transition, c'est pas gratuit. Mais à chaque fois qu'on l'a fait, on a l'exemple de l'agriculture biologique, ça n'a rien apporté. Les gens ont fait une transition avec du matériel financé comme des bineuses à 80 000 €. Aujourd'hui, ces mêmes bineuses se vendent à peine 30 000 € sans les subventions. La société qui avait 15 salariés, elle en a plus que 3. Et c'est le côté pervers, on va dire, de la subvention. Et les gens vont arrêter le bio, pour certains, parce qu'il n'y a pas la rémunération par le prix de vente du produit. Donc en fait, c'est la clé, c'est la rémunération du prix de vente. On fait une autre agriculture, on la rémunère et pas au prix mondial. En tout cas, c'est pas gratuit, ça demande un soutien. Et effectivement, entre mal subventionner et ne rien faire, il faut vraiment qu'on trouve une troisième voie. Et l'agriculture est trop subventionnée. Les chefs d'entreprise qui ont investi à l'agroécologie, pourquoi ils estimeraient maintenant que leurs collègues vont être aidés alors qu'ils l'ont fait seuls? C'est aussi une question complète de qu'est-ce qu'on veut comme société. Ça mérite réflexion, je pense. En tout cas, la question, elle a amené sur le débat que le premier poste de mécanisation, enfin de charge, en fait, c'est déjà la mécanisation. Et que finalement, en fait, cette politique, finalement, rencourage à recharger un poste qui est déjà excessif, on va dire, sur les fermes. Récemment, au niveau d'Arvalis, on parlait du désherbage, des impasses techniques en désherbage. Les responsables d'Arvalis ont expliqué que l'avenir, c'était la mécanisation, l'agroéquipement pour désherber. Et que comme c'était très cher, il fallait aller vers le subventionnement de ces produits. Alors on supprime des produits phyto qui allègent les charges de mécanisation des agriculteurs. Là aussi, il y a une réflexion sans doute qu'il va falloir avoir. Entre passer des machines sur des sols, comme on le fait d'ailleurs parfois en agriculture biologique, ou utiliser du glyphosate, il faut employer le terme, qui est un pilier en partie de l'agriculture de conservation, il faudra aussi y réfléchir. Oui, enfin, entre Caribe et Scylla, moi, je vise Rome. Ni Caribe, ni Scylla. Même s'il faut passer au large des deux. Allez, autre question. Les analyses microbiologiques des sols devraient-elles être obligatoires pour toucher certaines aides agricoles? Alors, moi, je pense que les analyses microbiologiques des sols, c'est encore des charges cachées, des façons de dépenser de l'argent, et que ces analyses microbiologiques ne sont pas toujours parlantes en elles-mêmes. Elles sont intéressantes en comparaison, quand on compare deux parcelles, quand on compare l'état avant, l'état après un traitement. Mais en routine, je pense qu'il faut quand même revenir à la base, aux paramètres intégrateurs. Test du slip, test de la bêche, test d'infiltration, des bons vieux paramètres de base qui ne sont optimaux, qui sont ceux qu'on vise d'ailleurs, mais qui ne sont optimaux que si la vie est là. Je ne suis pas moi un acharné du diagnostic microbiologique, alors même que toute ma recherche est basée sur ça. Oui, mais
Je veux dire, la recherche qui mène à la Formule 1 n'est absolument pas ce qui sert dans les garages. Et ça, il faut s'en souvenir. Il faut, avant de dépenser, être sûr qu'on dépense pour de bonnes choses. Et moi, j'ai parlé de Rhizobium à l'instant, hein, qui vous propose en ligne, c'est une association qui vous propose en ligne des petits trucs, des petits machins à monter à la maison pour faire ces tests de résistance du sol, de résistance mécanique, de résistance au trempage. Voilà, moi je pense qu'à un moment, il faut aussi se libérer de trop d'analyses. En revanche, que le diagnostic soit obligatoire, notamment à la vente d'un sol agricole, alors là c'est dièse Nicole Bonnefoy au Sénat, par exemple. Là, oui, on a des parlementaires qui ont essayé de faire ça, et ça, il le faut. Il faut savoir ce qu'on vend. On ne vend pas de la surface, on vend la profondeur du sol, et sa profondeur au sol, c'est sa vie. Moi, non, tout ce qui est obligatoire, j'y crois pas, puisqu'on a des reliquats obligatoires. Non, mais ça marche pas. Les gens, moi j'observe des analyses de terre depuis des années, personne ne les lit, tout le monde regarde la partie 4 du plan de fumure. Donc pour les analyses microbiologiques, c'est la même chose. Moi, je crois au profil de sol et au constat. C'est-à-dire l'agriculteur qui voit son sol comme il est, c'est toujours ce qui le fait réagir, toujours. Sauf que des profils de sol, on n'en voit pas beaucoup. On en voit un petit peu avec la fourche de Fenwick qui me fait sourire, c'est déjà mieux que rien. Voilà, mais le vrai profil, une fois dans sa carrière, ce sera un minimum. Au moment de la vente des terres, c'est certain. Il y a des pays qui font ça depuis des années, en Allemagne. Et moi, je pense aujourd'hui que si les gens allaient vraiment voir leur sol dans leur entièreté, déjà, ils comprendraient que les racines descendent bien plus que les 30 cm de leur analyse de terre. Sauf si une grosse semelle de labour. Hein. Oui, mais quand même, on arrive toujours à un petit peu mieux. Et donc voilà, c'est quand même porteur d'espoir si demain on regardait nos sols. Et juste pour finir, ça fait 30 ans que je fais des profils, des gens autour du trou qui ont les mains dans les poches et qui ne touchent pas la terre sont majoritaires. 30 ans plus tard, c'est toujours pareil. Donc c'est dès l'école qu'il faut démarrer à ça. Dès la descente du tracteur pour faire pipi, je regarde mes modes, je vois si ça marche ou pas. Hein, même nous en voiture, on voit des sols juste comme ça, on s'éclate, c'est la merde. Hein, c'est ça qui est important. Mais les analyses microbiologiques, on peut pas s'y fier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le microbiote qui va varier à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc ça veut rien dire. Ça dépendra à quelle période tu vas le faire. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire, on apprend à observer. On prend du sol, on le sent. Déjà, s'il y a une bonne odeur, ça veut dire qu'on est en condition aérobie. Si jamais ça sent mauvais, ça veut dire que c'était peut-être trop compacté. Il faut faire le slake test aussi, le test de résistance des agrégats à l'eau. Il faut mettre des choses qui soient simples et gratuites, que tout le monde puisse adopter chez lui, en fait. Donc c'était non, du coup. Hein. Oui. Autre question, les fongicides doivent-ils être interdits pour préserver la vie du sol? Ah Sam, t'aimes pas mes questions quand c'est marqué interdit de toute façon. Mais là, pour le coup, je vais te répondre. Alors déjà, même si tu poses la question, c'est déjà le cas. On interdit progressivement beaucoup de fongicides et autres produits. Mais je rappelle quand même que la destination d'un fongicide n'est pas de toucher le sol, déjà. Et que si on utilise le moins de fongicides possible, le mieux possible, dans les meilleures conditions, il est censé pas tenir jusqu'à ce que les résidus soient au sol et qui empêchent la dégradation des pailles, etc. Ça, c'est le souvenir d'une certaine famille de molécules apparues dans les années 90, là, les strobilurines, où en effet, on neutralisait tellement, vu les doses utilisées, les pailles, qu'il y a eu polémique sur le sujet, que ça se retrouvait dans les panses de la vache, etc. Mais c'était quelques anecdotes. Mais au final, en effet, il faut améliorer la technique de pulvérisation, les qualités d'application, et pourquoi pas demain avoir de l'avenir de produits plus soft, on va dire, peut-être des biocontrôles, pourquoi pas, mais pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices, quoi. Je dirais que les fongicides, il n'y a pas que les fongicides chimiques, il y a aussi les fongicides mécaniques. Le travail du sol casse les mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont des champignons aussi. Donc il faut aussi se dire qu'on a toujours un impact sur l'agriculture, à nous d'essayer de travailler différemment. Et avant d'interdire les fongies, le premier levier, ça va être le choix génétique, l'importance variétale, de prendre des variétés en fait, qui sont déjà naturellement sensibles aux maladies. C'est ça le truc, c'est que on a d'autres moyens que les pesticides, même si à un moment il faut les dégainer certaines années parce qu'il y a un problème. Toujours cette idée de les mettre en complément d'une colonne vertébrale qui est basée sur le vivant. Le vivant, c'est des semences résistantes, si possible mélangées pour avoir des profils de résistantes différents et un champ hétérogène. Jamais deux parcelles de la même espèce cultivées en contiguïté, des haies entre les parcelles. Et bien là, on commence déjà à avoir fait des choses pas mal, des longues rotations dans le temps. Et il faut se souvenir d'une chose, c'est que nous, on dit insecticide, on dit fongicide, mais c'est pas vrai ça. La réalité, c'est qu'il y a des balles perdues. Le glyphosate n'est pas un fongicide. Or, c'est un herbicide. Or, il est mauvais pour les fameux champignons mycorhiziens dont tu parlais. Ben voilà, et il est mauvais pour les vers aussi, pour les lombriques. Au passage, ça montre que si un jour on peut sortir du glyphosate, ce sera mieux. Alors il est moins pire que le labour. Ça, on n'est pas en train de discuter ça. Hein. Moi, je suis convaincu de ça, je suis pour l'agriculture de conservation. Mais les balles perdues. La question, c'est toute molécule exotique ou vivant qu'on remet dans des écosystèmes, il y a des balles perdues. Et c'est pas forcément uniquement du côté des groupes que l'on visait. Quand on tire avec un tromblon, eh ben on arrose large. Voilà. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, toutes les molécules en CID doivent être minimisées par ce qu'on évoquait. Et puis à un moment où ça part en vrille,
pour des raisons climatiques, bon ben on les ressort, effectivement. Et si on les sort pas souvent, il n'y aura pas de résistance, donc on en mettra moins. Ce sera bon pour la santé des agriculteurs. L'usage des biostimulants est-il recommandé? Alors les biostimulants, à l'époque où on en est là, c'est un moyen artificiel de faire croire qu'on peut baisser les phytos, en tout cas pour tous ceux qui ne les ont pas baissés jusque-là. Dit qu'on met des biostimulants aujourd'hui sur le terrain, des biocontrôles comme on les appelle, on ne voit pas forcément d'impact sur la gestion des maladies, on n'a pas de performance suffisante. Et pour ce qui est des biostimulants, c'est souvent une augmentation importante des coûts qui viennent entre guillemets pallier à des carences au niveau du fonctionnement du sol. Moi, je crois que quand un sol est vivant, sincèrement, on n'a besoin de pas grand-chose, à part de l'azote, parce qu'on ne peut pas en fournir assez. Et puis, c'est nos couverts végétaux à chaque fois entre tout ça qui nous recyclent beaucoup de choses et qui nous ramènent ce qu'on a besoin. Donc, quand on voit les coûts de ces produits-là, on est parfois supérieur pour nous, qui maîtrisons l'usage des phytos, à une intervention totale de protection des plantes. C'est trop cher, en fait. C'est trop décalé. C'est un business. Je dirais que les biostimulants, ils viennent juste en préventif, jamais en curatif. Et en effet, ça va être l'approche globale d'exploitation, retravailler sur la rotation, le choix des variétés. Et tout le monde ne pourra pas se baser sur les biostimulants. Quand on est dans des endroits où c'est trop pluvieux, les maladies peuvent s'installer aussi. Donc ça ne pourra pas remplacer les autres produits pour le moment. Biostimulants, bioprotection, de toute façon, c'est pour des cultures effectivement à forte valeur ajoutée, mais il y en a qui marchent quand même, il faut dire. Les arthrobotrices en pépinière, par exemple, pour bousiller les nématodes, ça marche. Les trichodermas, ça marche plutôt bien. Après, ça marche pas à 100% parce que les solutions biologiques, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le pyramidage de plusieurs solutions, faut les pyramider parce qu'elles marchent pas à 100%. Par contre, elles sont beaucoup plus chirurgicales et focalisées sur une cible, et donc c'est pas des tromblons comme on évoquait précédemment, elles tirent pas dans les coins en même temps. Donc, moi, je ne suis pas contre. La question, c'est de regarder aussi ce que ça coûte et ce que ça rentre. Parce que c'est bien de parler, est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse pas, mais la question, c'est est-ce que ça rentre ou est-ce que ça rentre pas dans le porte-monnaie. Et c'est aussi ça qu'il faut regarder. Donc la réponse, c'est pas générique. Elle dépend, à mon sens, des productions. Puis on n'échappera pas à une maîtrise de l'application. Donc si on maîtrise l'application des biostimulants, qui sont comme les phytos autres, qui ont besoin de conditions exceptionnelles, d'hygrométrie, température, etc., eh bien on pourra dans ce cas-là aussi baisser les phytos naturellement chimiques. Et pour l'instant, on n'en est pas là, puisqu'on traite toute la journée, c'est dans l'usage courant. Ah bah, si tu mets des microbes sur des feuilles et qu'ensuite tu mets un pesticide, c'est pas génial. Par contre, une remarque. Moi, je crois pas qu'on puisse facilement introduire des choses dans le sol. Parce que c'est déjà très peuplé. Même un sol agricole, il reste du monde. Ça, c'est pas... Il y a moins de monde, mais il reste du monde, c'est le bordel, c'est très difficile d'installer ce que l'on veut. Par contre, sur les feuilles, elles sont jeunes. Elles sont dans des processus de colonisation à partir du moment où elles déclosent. Et ça, je crois, moi, à l'implantation de microbes sur les feuilles. Alors, j'y crois, mais pas avec 100% de réussite, ça c'est clair. C'est une méthode biologique, je le rappelle. Autre question, les agriculteurs doivent-ils être formés obligatoirement à la biologie des sols pendant leur parcours scolaire? Oui. Oui, là, je pense que c'est même pas la peine. Il y a urgence, même. Oui. Et puis il va falloir déjà trouver des profs pour le faire. Peut-être les citoyens aussi, pour mieux comprendre ce que sont les vertus de certaines agricultures, n'est-ce pas? Et mieux comprendre d'où viennent ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent et ce qu'ils respirent, parce que finalement, l'air des sols finit quand il pleut par être expulsé dans l'air, et s'il y a des pesticides, à Lille par exemple, il y a 40% dans l'air de la charge de pesticides qu'il y a dans les champs autour de Lille, au cœur de la ville de Lille. Bah oui, mais là c'est un chiffre qui vient de sortir, mais t'as raison, c'est partout. Non, mais il y a une étude là. Bah oui, donc c'est le... Bon. Et donc c'est aussi la qualité de l'air. D'accord? Donc si les gens ils veulent comprendre d'où viennent leur air, leur nourriture et leur boisson, leur eau, il faut absolument qu'on leur explique les sols. Donc il n'y a pas que les agriculteurs. Je te le disais, les instituts des sciences du sol en Allemagne, ils ont démontré que les sols étaient finalement les responsables des autres pollutions dont on a parlé, de l'air, de l'eau, mais le sol, on s'en fout, alors que c'est lui la réponse. C'est lui la réponse pour beaucoup de choses. Alors justement, oui, non, le partage des connaissances des instituts techniques est-il suffisant pour accompagner les agriculteurs dans ces transitions? Il y a du travail, mais après, il faut aller chercher l'info. Après, il les diffuse quand même pas mal. On voit des webinaires ou autres, il y a des journées techniques auxquelles on peut participer. Et il y a aussi de la recherche qui est faite chez les agriculteurs. Moi, là, du coup, je partage pas. Non, là, pour moi, justement, on est en retard. Depuis 30 ans, rien n'a bougé dans le bon sens. C'est ma conviction profonde. J'ai même des chercheurs chez Arvalis qui m'en parlent, qui sont en fin de carrière et qui pensent que même les dossiers qui travaillent, eux, ne seront pas repris, ne seront pas remplacés. Donc, qu'il y ait du travail, je ne le conteste pas. Qu'il ne soit pas diffusé, c'est un réflexe français. On a fait venir des Brésiliens, nous, au début de l'agriculture de conservation. Tous les ans, ils diffusaient énormément, chaque axe de recherche. Donc, il y avait une espèce de dynamique. Tous les ans, on changeait de sens, on allait dans une autre direction. Ils avaient les mains calleuses parce qu'ils étaient sur le terrain. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une déconnexion entre le monde agricole et leurs besoins et la recherche INRA. Donc c'est Arvalis qui fait normalement le tampon, et pour moi il fait pas le job, il est plus en relation assez avec les agriculteurs. Les seuls retours qu'ils ont, ce sont les distributeurs, et si les distributeurs étaient vraiment au fait de ce qui se passe sur le terrain, ça se saurait, c'est mon avis.
Moi, j'entends ce que vous dites, hein, je n'ai pas à juger de ça, je ne suis pas agriculteur. En revanche, je fais partie de ceux, et on est nombreux, et notamment dans les jeunes générations à l'INRAE, il y en a plein qui sont dans des ateliers, des choses comme ça, en lien avec des parcelles et en lien avec des agriculteurs. Je fais partie de ceux des scientifiques qui sont disponibles pour essayer d'essaimer les données. Mais moi, par exemple, je ne sais pas faire des patates. Je suis un petit peu en amont de ça, et donc j'entends ce que vous dites. Les agriculteurs devraient-ils être rémunérés pour la prise de risque sur toutes ces transitions de changement de pratique? Ça s'appelle des crédits d'impôt recherche. Donc il y a d'autres entreprises qui ont des crédits d'impôt recherche, on peut aussi en donner aux agriculteurs. Oui. Moi, écoute, je pense qu'ils doivent être rémunérés tout court. Après, le reste, c'est comme tous les autres métiers, c'est par la performance, par s'ils sont éduqués pour aller dans le bon sens, c'est ce qu'ils feront. Et il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui le font. Donc ça n'enlève pas qu'il faut être rémunéré. Pour le risque, c'est un risque déjà d'être agriculteur. Alors que, est-ce qu'il y a encore un risque à aller vers l'agriculture de conservation en 2025? C'est de la blague. Si on est bien entouré, on sait le faire. C'est pas une prise de blague risque. ou de la propagande. Hein, voilà, on est d'accord. Ouais, On est d'accord du coup. Non, mais ça, c'est important. Je pense qu'effectivement, c'est pas rémunéré pour un risque, mais assuré pour un risque, oui. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui acceptent de faire un boulot qui est risqué sans un minimum d'assurance. Et d'ailleurs, il y a quelques problèmes de reprise, je crois. Ça nous résoudrait en même temps ce problème d'engagement de la jeunesse, je pense. Oui, puis on peut pas avoir un prix du coup mondial unique pour tous les produits agricoles, dans le sens où si certains pays comme le nôtre décident d'aller vers quelque chose de plus noble pour les sols, tu peux pas vendre ton blé au prix mondial, quoi. Hein, c'est... Petite question haute technologie. L'agriculture numérique avec les capteurs, la robotique, l'IA, doit-elle être encouragée pour optimiser la gestion des sols? Donc moi je dirais oui parce que ça va nous aider à être plus fins. Par exemple, je pense que demain on sèmera du blé hybride au semoir monograine en adaptant la densité de semis en fonction des types de sols. Et ça c'est du high-tech. Avant il faut le low-tech, il faut l'agronomie. Parce que si jamais on n'a pas d'agronomie, si on ne connaît pas vraiment comment fonctionne son sol et la base, on va faire de très très grosses bêtises de très haute précision. Oui, je partage en partie ce que tu dis, mais je pense que ce qui va demander du temps, c'est récolter des données en fait. Parce que l'intelligence artificielle, ça va être ça, c'est récolter des données. Mais pour l'instant, on les a pas. Donc combien de temps ça va prendre de récolter des données qui vont être données? Finalement, c'est les agriculteurs qui vont participer à ce développement-là. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Et on reste aussi parce que tous ces outils, pour l'instant, c'est un peu gérer la fertilisation, gérer le désherbage. C'est toujours une notion un peu de pot de fleurs où on réfléchit toujours à en mettre moins à l'endroit où ça vaut pas le coup et ainsi de suite. Sauf que dans la nature, on voit des fois l'inverse. Il y a des endroits où si tu mets pas un petit peu plus, tu n'obtiens rien parce que le sol, il est comme ça. Et ces raisonnements, c'est comme les cartes de rendement, les cartes d'azote, tout ça, on en a déjà parlé. Ben, on se retrouve un peu à un raisonnement qui est très binaire, un peu pot de fleurs, comme s'il avait jamais changé. Alors que le sol, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas d'amener des intrants qui nous fait pousser nos cultures. Donc en fait, ces outils-là, pour l'instant, ils sont dans la gestion beaucoup des intrants, du désherbage, moins optimiser le petit coup de pchit là. Mais après, économiquement, comment vont se payer les outils applicateurs? C'est-à-dire les pulvés applicateurs. On voit bien que c'est hors norme du prix d'un blé à 200 €. Je crois que la question cache en fait un autre problème qui est qu'on a besoin d'une connexion plus forte entre la recherche et une recherche puissante et notamment une recherche appliquée, pas que, mais en partie appliquée, donc liée aux exploitations, aux exploitants et aux bassins de production, entre la recherche donc et les producteurs et l'agriculture. On a besoin de ce lien, il y aura peut-être de l'IA, il y aura peut-être, ce sera peut-être par téléphone ou par télépathie, on s'en fout. On a besoin d'un lien et notamment de transcender l'expérience individuelle en retombées collectives sur comment gérer et vers où aller. Il y a un lien direct, je pense, entre la recherche et nous, sans filtre entre les deux. Parce qu'il y a des filtres aujourd'hui entre les producteurs. Oui, et puis il y a des filtres, et puis aussi un problème numérique. C'est qu'en fait, moi je vois très bien le nombre de demandes qu'on reçoit pour faire des travaux à droite à gauche. On ne peut pas répondre à la demande. On est 5 dans l'équipe et on reçoit une demande par semaine. Bon, bah non, c'est pas possible. Allez, dernière question. L'agriculture de conservation est-elle la seule alternative viable au changement climatique? Alors, ça dépend où. Moi, je pense aux pâtures. Je vous rappelle qu'il y a oui ou non. Alors, en fait, oui ou non, il faut arrêter. C'est fini. La question, c'est le cocktail. Et dans mon cocktail pour le climat, j'ai aussi de l'élevage extensif, parce que les pâtures, c'est bon pour le climat. Mais j'ai aussi l'agriculture de conservation, bien sûr, et puis j'ai aussi les formes d'agriculture qu'on ne connaît pas encore et qu'il y aura demain. Par exemple, une agriculture bio sans labour. Ah bah alors là, avec des engrais minéraux, des engrais organiques d'une part et plus de labour, c'est gagné. Donc, elle est dans le cocktail, c'est sûr. Pour l'instant, elle est dans le peloton de tête. Mais moi, j'ai des espoirs qu'il y a encore d'autres façons de faire. Je dirais non, c'est pas la seule alternative, heureusement, ça nous ouvre plus d'espoir. Par contre, je suis inquiet de l'orientation énergétique que prend l'agriculture, qui pourrait mettre à mal la vraie transition vers l'agroécologie. Parce que ta question sur l'organique, si c'était ça demain, pour noyer le poisson, c'est-à-dire on fait de l'énergie, mais on a de l'engrais organique, blablabla. Là, je suis très inquiet, c'est déjà le cas. 1800 méthaniseurs en France, il y en a autant à sortir. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va interrompre l'élan éventuel vers une agriculture de conservation. On va avoir deux domaines complètement différents. Et on avait écrit une tribune là-dessus. Il y a une vraie tension sur la ressource de matière organique aujourd'hui.
Et la bioénergie bouffe tout. Hein. Mais il faut de l'agriculture de conservation, mais il faudra aussi, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, de l'élevage et aussi des arbres, le rôle de l'arbre dans le climat et dans l'évapotranspiration. Très bien. Bon, merci beaucoup pour cette interview flash éclair, un micro-débat. J'espère que ça suscitera un intérêt pour vous. Vous pouvez évidemment mettre des commentaires, poser des questions et puis retourner après revoir nos intervenants qui ont des vidéos plus longues pour approfondir des sujets. Là, c'était une petite mise en appétit. Merci à vous.